Qu'est-ce qui déclenche le regret chez un évitant des mois après la rupture? Les fins apportent généralement une douleur immédiate. La relation s'arrête et le deuil commence. Pas d'intervalle entre l'événement et le ressenti. Mais les évitants ne traitent pas la perte de cette façon. La rupture survient et quelque chose d'inattendu apparaît à la place. Un soulagement, de l'espace, un système nerveux qui expire enfin après des mois à gérer une proximité qui ressemblait davantage à une pression qu'à du réconfort. Le regret que tu attends, le manque que tu espères qu'ils ressentent, rien de tout cela n'arrive au moment prévu. Cela refait surface des mois plus tard, parfois bien des mois plus tard. Et seulement lorsque des déclencheurs spécifiques brisent des murs qui existaient bien avant que tu n'entres en scène. Aujourd'hui, tu vas comprendre exactement quels sont ces déclencheurs, pourquoi ils mettent si longtemps à arriver, et ce qui se passe réellement à l'intérieur d'un évitant lorsque le regret finit par fissurer ses défenses. Si tu as passé des mois à te demander s'ils ressentent quoi que ce soit, reste avec moi. Ce qui déclenche leur regret transforme ta compréhension de tout ce qui s'est passé avant. Pourquoi ce délai? Cette partie nécessite une explication car elle contredit ce que nous supposons sur la perte. Quand quelqu'un qui comptait disparaît de ta vie, le deuil arrive cette nuit-là même. Le lit semble étrange, le téléphone reste trop silencieux, tu les cherches par habitude et l'absence te frappe en temps réel. La connexion procurait du réconfort, le réconfort a disparu. Le système nerveux répond par la douleur, immédiate, logique. Mais l'attachement évitant inverse complètement cette séquence. Pour eux, la relation ne procurait pas principalement du réconfort, elle procurait autre chose, une activation constante de faible intensité qu'ils n'ont peut-être même pas remarqué pendant qu'elle se produisait. Chaque message exigeait de l'énergie pour formuler une réponse. Chaque projet signifiait s'engager à se présenter quand l'instinct murmurait de battre en retraite. Chaque conversation émotionnelle activait un système d'alarme interne qui ne s'éteignait jamais complètement. Ce n'était pas conscient. C'était physiologique. Leur corps traitait l'intimité comme quelque chose à gérer plutôt qu'à savourer. Alors quand la rupture survient, ce bourdonnement d'activation s'arrête enfin. Le silence, là où il y avait du bruit. Peut-être pour la première fois depuis des mois, leur système nerveux peut se reposer. Pas d'attentes qui traînent dans leur boîte de réception. Pas de besoins émotionnels nécessitant d'être gérés. Pas de proximité exigeant leur présence. Ce n'est pas un soulagement de t'avoir perdu spécifiquement. La libération vient du fait que la pression se lève enfin. Leur corps ne peut pas faire la distinction entre les deux. Il enregistre seulement que quelque chose d'exigeant s'est terminé et qu'il y a maintenant de la place pour respirer. Cela explique pourquoi les évitants semblent souvent bien dans les semaines qui suivent une rupture. Ils ne jouent pas la comédie. Ils se sentent réellement bien parce que leur système vit la fin comme une résolution plutôt qu'une perte. Pendant ce temps, toi, tu es sous l'eau. Le deuil te frappe par vagues qui semblent ne jamais finir. Tu repasses des conversations, tu analyses des moments, tu remets en question tout ce que tu as dit et n'as pas dit. Le sommeil vient difficilement et repart tôt. Et quelque part de l'autre côté de la ville, ils dorment mieux qu'ils ne l'ont fait depuis des mois. Tu te demandes si tu as compté pour quelque chose. Eux redécouvrent des passe-temps et reprennent contact avec des amis qu'ils avaient négligés. L'écart entre ces deux expériences ressemble à la preuve de quelque chose de dévastateur. La preuve que tu as aimé seul, que tout était à sens unique, que tu t'es donné à quelqu'un incapable de rendre l'appareil. Mais la preuve trompe. Ce qui ressemble à de l'indifférence est en réalité un retard. Leur système n'a pas encore enregistré la perte parce qu'il exécute toujours le programme de soulagement. Pense à cela comme une séquence qui doit se terminer avant que la suivante puisse commencer. Le soulagement s'exécute en premier. Il peut durer des semaines. Pour certains, il s'étend sur des mois. Ce n'est que lorsque ce programme se termine que quelque chose d'autre commence. Et ce quelque chose d'autre, c'est là où ton absence commence enfin à s'enregistrer comme plus qu'une simple liberté. Le changement se produit graduellement, pas dramatique, pas soudain. Un évitant traverse sa journée et quelque chose clignote à la lisière de sa conscience. Pas vraiment une pensée, plutôt un vide là où quelque chose existait. Il le remarque, l'écarte, continue. Quelques jours plus tard, cela se reproduit. L'impulsion de partager quelque chose de drôle avant de se rappeler qu'il n'y a personne à qui envoyer un message. Une référence à une blague privée sans personne autour qui la comprendrait.
Ce ne sont pas des moments écrasants, ce sont des fissures capillaires dans un mur qui semblaient solides, faciles à ignorer individuellement. Mais elles s'accumulent, elles forment un motif. L'évitant, qui se sentait bien pendant des semaines, remarque quelque chose qui change au bord de ce bien-être. Quelque chose sans nom encore, quelque chose qui prend plus de place qu'il ne devrait. C'est là que les déclencheurs commencent leur vrai travail. Pas de révélation dramatique, rien de cinématographique, quelque chose de plus silencieux, quelque chose qui contourne complètement la logique et parle directement au corps. La mémoire sensorielle perce en premier. Elle ne s'annonce pas, elle fait une embuscade. Un évitant entre dans une pièce et capte une odeur qui l'arrête net. Ton parfum, l'odeur de ton appartement, cette lessive spécifique que tu utilisais toujours. L'esprit pensant n'a même pas encore enregistré ce qui se passe, que le cerveau émotionnel a déjà répondu. Un flash, du manque. Quelque chose qui ressemble au deuil, mais disparaît avant de pouvoir être nommé. Ils le secouent, continuent leur après-midi. Mais quelque chose a changé. Une fissure à peine visible s'est légèrement élargie. Le son fonctionne de la même manière. Une chanson joue qui appartenait à un moment que vous avez partagé ensemble. Pas une chanson qu'ils connecteraient consciemment à toi, pas quelque chose qu'ils auraient choisi. Mais le corps se souvient de ce que l'esprit tente d'oublier. La mélodie déverrouille quelque chose d'involontaire. Pendant 3 minutes, ils ne sont plus dans leur appartement. Ils sont de retour dans ce souvenir. Ta voix, la façon dont tu riais de quelque chose de ridicule, comme tout semblait facile pendant cet unique moment suspendu. La chanson se termine et la réalité revient, mais le silence qui suit semble plus lourd qu'avant. Ils passent à une autre playlist. La vie continue. Mais une porte s'est ouverte qui ne se refermera plus complètement. Le goût porte son propre poids. Ils commandent dans un restaurant que tu adorais, et la première bouchée livre plus que de la saveur. Elle ramène un mardi spécifique où la conversation a erré pendant des heures sans effort. Une version d'eux-mêmes qu'ils avaient presque oubliée. Quelqu'un qui riait plus facilement. Quelqu'un qui laissait tomber les murs sans s'en rendre compte. Quelqu'un qui ressentait quelque chose proche de la paix assis en face de toi. Le repas se termine, mais quelque chose persiste plus longtemps qu'il ne devrait. Ces déclencheurs sensoriels ne créent pas le regret à eux seuls. Ils créent des ouvertures, de petits passages qui laissent passer des fragments de sentiments. Chacun élargit le chemin pour ce qui suit. Ce qui rend la mémoire sensorielle si efficace pour briser les défenses évitantes, c'est qu'elle ne demande pas la permission. Elle ne frappe pas à la porte en attendant. Elle traverse directement les murs que l'évitant a passé des années à construire. L'esprit logique, la partie qui a décidé que partir était le bon choix, n'a pas son mot à dire. Au moment où il rattrape, le sentiment a déjà atterri, a déjà fait son travail. L'évitant peut se raconter l'histoire qu'il veut sur le fait de t'avoir oublié, sur le fait que la relation n'allait pas, sur le besoin d'espace. Mais quand une odeur les frappe dans l'allée d'un supermarché et qu'ils peuvent soudain à peine respirer, l'histoire ne tient pas. Le corps garde un type différent de registre, et ce registre se fiche de ce que l'esprit a décidé. La deuxième catégorie de déclencheurs coupe plus profondément, parce qu'elle concerne le présent, pas le passé. Un évitant accomplit quelque chose de significatif. Une promotion, un projet terminé, un objectif enfin rayé après des mois de travail. Le moment de victoire arrive et apporte quelque chose d'inattendu avec lui. Un vide. Pas parce que la réussite n'a pas d'importance, elle en a, mais parce qu'un accomplissement partagé diffère d'un accomplissement vécu seul. Il remarque, dans ce moment de succès, l'absence de quelqu'un à qui le dire. Quelqu'un qui comprendrait pourquoi cette victoire spécifique porte autant de poids. Il pourrait envoyer un message à un ami, poster quelque chose en ligne, mais aucune option n'atterrirait de la même façon. Tu connaissais le contexte, tu comprenais la lutte. Ton enthousiasme aurait amplifié le leur d'une manière qu'aucun autre ne pourrait vraiment, et tu n'es pas là pour l'offrir. Ce déclencheur opère silencieusement mais avec persistance. Il apparaît lors de jalons majeurs et mineurs, une observation amusante sans personne pour l'apprécier, une journée frustrante sans personne qui écouterait vraiment. Un article qui est intéressant d'une manière spécifique que toi seul aurais comprise. Chaque instance est gérable, chacune passe. Mais collectivement, elles forment une forme qui commence à ressembler à la solitude. Et la solitude est la seule chose que les évitants travaillent le plus dur à se convaincre qu'ils ne ressentent pas.
Tout leur système d'exploitation fonctionne sur la croyance que la solitude est sécurité, que le besoin des autres est faiblesse. Quand les preuves s'accumulent que ta présence ajoutait réellement quelque chose d'irremplaçable, le système lutte pour maintenir son histoire. Le récit de prospérer seul commence à montrer des fissures de l'intérieur. Il y a une cruauté particulière à ce déclencheur parce qu'il continue d'arriver. Ce n'est pas un moment unique qui s'estompe. C'est une absence récurrente qui se présente chaque fois que quelque chose mérite d'être partagé et qu'il n'y a personne avec qui le partager. L'évitant commence à remarquer combien de fois il cherche quelque chose qui n'est plus là, combien de petits moments passent sans témoin, combien la vie semble étouffée sans quelqu'un qui le connaissait vraiment pour la recevoir. Ce n'est pas un manque dramatique, c'est plus silencieux que ça. C'est la lente réalisation que l'indépendance, la chose qu'ils pensaient vouloir le plus, vient avec des coûts qu'ils n'ont pas calculés. Chaque moment non partagé est un petit paiement sur une dette qu'ils ne savaient pas accumuler. Le troisième déclencheur frappe l'identité. Des mois ont passé, l'évitant recommence à sortir. Ou essaie, il rencontre quelqu'un de nouveau, attirant, intéressé, disponible. Les premières interactions semblent faciles, légères. Pas d'histoire accumulée, pas d'attente lourde, pas de dette émotionnelle à naviguer. C'est censé ressembler à du progrès. La confirmation que passer à autre chose était correct, que la connexion existe ailleurs, que ce qu'ils avaient avec toi était remplaçable. Mais quelque chose ne va pas. La nouvelle personne rit de leurs blagues, mais le rire atterrit différemment. La conversation coule, mais ne va jamais nulle part de surprenant. L'attirance existe en surface, mais refuse de développer de la texture. Ils quittent le rendez-vous en se sentant plus vides qu'à leur arrivée. La comparaison commence sans permission. Tu comprenais des choses sur eux que cette nouvelle personne ne semble pas localiser. Tu accédais à des endroits que cette nouvelle personne ne sait même pas chercher. Ce qu'ils ont rejeté comme de l'intensité quand ils étaient avec toi commence à paraître différent rétrospectivement. Cela commence à ressembler à de la profondeur, de la substance. Le genre de résonance qui n'arrive pas simplement avec n'importe qui. Les rendez-vous continuent, mais les comparaisons s'aiguisent. Chaque nouveau visage met en évidence ce qui est absent plutôt que ce qui est possible. Chaque échange superficiel rend la profondeur qu'ils partageaient avec toi plus vive par contraste. Ils ne pensent pas à toi constamment. C'est plus subtil que ça. Tu es devenu un point de référence. Un standard contre lequel les autres échouent. Un fantôme présent dans chaque conversation plate. Les rendez-vous continuent, mais quelque chose a changé dans la façon dont l'évitant les vit. Il y a maintenant un écart entre ce qui est offert et ce qu'ils avaient autrefois. Ils ne le nomment peut-être pas consciemment. Ils ne le connectent peut-être même pas directement à toi. Mais chaque fois que la connexion tombe à plat, chaque fois que la chimie s'éteint, chaque fois que quelqu'un de nouveau échoue à les atteindre comme tu l'as fait, l'écart s'annonce. Ils commencent à se demander si le problème vient des gens qu'ils rencontrent ou de quelque chose d'autre entièrement. Peut-être que ce qu'ils avaient avec toi n'était pas ordinaire. Peut-être que ce n'était pas réplicable simplement en se présentant à un autre rendez-vous avec un autre visage. Peut-être qu'ils ont abandonné quelque chose qui n'arrive pas souvent, et la porte tournante de nouvelles personnes ne fait que prouver à quel point c'était réellement rare. Le quatrième déclencheur nécessite du temps pour se développer pleinement, assez de temps pour que la vie se stabilise complètement. L'évitant a construit exactement ce qu'il voulait. Travail, amis, espace personnel, liberté. Tout ce qui semblait compromis quand la relation exigeait trop. Et maintenant, ils l'ont. Les week-ends leur appartiennent. Les décisions ne nécessitent aucune négociation. La pression dont ils se sont échappés est restée absente. C'est la destination vers laquelle leur système se dirigeait tout le temps, mais la destination atteinte semble différente de la destination imaginée. L'appartement silencieux qui représentait la liberté semble maintenant juste silencieux. Les week-ends ouverts qui symbolisaient la possibilité s'étendent maintenant sans forme et vides. L'indépendance accomplie ne satisfait pas comme la fantaisie le promettait. C'est le déclencheur de la satiété et il dévaste précisément parce qu'il remet en question la prémisse évitante centrale. La croyance que la proximité était le problème, que l'espace était la solution, que le bonheur attendait de l'autre côté de ne pas être nécessaire,
Ils ont organisé toute leur vie autour de ces hypothèses, ont pris chaque décision majeure à leur service, ont mis fin à une relation avec quelqu'un qui les aimait sincèrement à cause d'elle. Et maintenant, debout au milieu de la vie que ces croyances ont construite, ils ne sont pas sûrs que quoi que ce soit ait été vrai. La liberté ne ressemble plus à de la liberté. Elle ressemble à l'isolement portant de meilleurs vêtements. Ce déclencheur ne produit pas de regret instantané. Il produit du doute. Et le doute, à l'intérieur d'un système construit sur la certitude de ce que coûte la proximité, c'est là où tout commence à s'effondrer. Ce qui rend la satiété si déstabilisante, c'est que l'évitant a tout fait correctement selon sa propre logique. Ils se sont protégés. Ils ont maintenu des limites. Ils ont priorisé leurs besoins. Et la récompense pour toute cette autoprotection est une vie qui ressemble exactement à ce qu'ils ont conçu, mais ne ressemble en rien à ce qu'ils attendaient. Le vide n'est pas dramatique. Ce n'est pas une crise. C'est juste une insatisfaction persistante de faible intensité qui ne répond à aucune des choses qui fonctionnaient avant. Plus d'espace n'aide pas, plus de liberté n'aide pas, plus d'indépendance n'aide pas, parce que le problème n'a jamais été la présence de quelqu'un d'autre. Le problème était leur peur de cette présence. Et maintenant, cette peur a complètement gagné, et le prix s'avère être une pièce silencieuse, sans personne dedans. Le cinquième déclencheur rend l'absence concrète d'une manière difficile à écarter. Un évitant pense à quelque chose qu'il attend avec impatience. Un voyage, une fête, une saison qu'il a toujours aimée. Et il réalise, sans l'avoir voulu, que tu n'es plus dans l'image. Pas seulement absent du présent, mais effacé du futur. Tous les plans qui existaient en potentiel, toutes les expériences qui auraient été partagées, tous les chapitres qui allaient implicitement être écrits ensemble, rien de tout cela n'arrivera maintenant. L'évitant commence à saisir que la rupture n'a pas seulement mis fin à ce qui était, elle a effacé ce qui aurait pu être. Et une fois qu'ils se permettent de voir cela clairement, la perte s'étend bien au-delà de ce qu'ils ont calculé quand ils sont partis. Le sixième déclencheur arrive de l'extérieur de leur propre tête. Quelqu'un d'autre nomme ce qu'ils ont perdu. Un ami mentionne à quel point vous sembliez bien ensemble tous les deux. Un membre de la famille demande comment tu vas et reçoit un regard étrange en retour parce que l'évitant doit expliquer que tu n'es plus là. Quelqu'un qui te connaissait à peine dit quelque chose de simple. Elle semblait vraiment spéciale. Il avait l'air d'un type solide. Ses observations externes fonctionnent comme des miroirs. Elles reflètent une perspective que l'évitant évitait, que tu n'étais pas interchangeable, que ce qui existait entre vous était visible même pour les étrangers, que partir n'était pas neutre. La validation externe fissure les défenses évitantes parce qu'elle ne peut pas être écartée comme un biais interne. Quand le monde extérieur confirme ta valeur, l'évitant doit concilier cela avec son choix de partir. Il y a quelque chose dans le fait d'entendre cela de quelqu'un d'autre qui rend plus difficile de l'écarter. L'évitant peut argumenter avec ses propres pensées. Il peut recadrer ses propres sentiments. Mais quand un ami qui n'a aucun intérêt dans l'affaire dit « vous aviez du sens ensemble » ou « j'ai toujours pensé que vous finiriez mariés », le récit qu'il se racontait perd pied. D'autres personnes ont vu quelque chose qu'ils essayaient de ne pas voir. D'autres personnes ont reconnu une valeur qu'ils travaillaient à minimiser. Le miroir externe leur montre une version de la réalité qu'ils ne peuvent ni éditer ni contrôler. Et ce qu'ils montrent, c'est qu'ils se sont éloignés de quelque chose que même des observateurs occasionnels pouvaient dire était significatif. Le septième déclencheur exige le plus de temps et inflige généralement le plus de dégâts. La crise arrive, une vraie crise. Une alerte santé, une implosion de carrière, un décès dans la famille, quelque chose qui déchire la surface et exige un soutien réel. L'évitant cherche son réseau et découvre que les réseaux ont des bords. Les amis aident, mais les amis ont leur propre poids à porter. La famille se présente, mais il y a quelque chose de différent dans le soutien familial. Il y a un type spécifique de présence qui ne vient que d'un partenaire, quelqu'un qui t'a choisi délibérément. Quelqu'un dont la présence n'est pas obligée, mais engagée. Au milieu de la crise, l'évitant découvre que l'autonomie dont il était fier a des limites, que l'indépendance fonctionne bien quand la vie reste lisse mais se fracture quand la vie s'effondre. Ils avaient besoin de quelqu'un. Ils avaient quelqu'un. Ils ont repoussé ce quelqu'un. Et maintenant, ils naviguent le tronçon le plus dur de leur vie récente seuls. Ce déclencheur crée le regret le plus profond parce que rien en lui n'est abstrait.
Ce n'est pas une douleur fugace invoquée par une chanson. C'est l'expérience vécue d'avoir besoin exactement de ce qu'ils ont rejeté. L'évitant, assis seul avec des nouvelles qu'il ne peut gérer, sent ton absence comme quelque chose de physique. Ils savent que tu serais resté. Ils savent que ta présence aurait rendu ce moment gérable. Et cette connaissance, arrivant au milieu de la crise, ne peut être rationalisée ou réarrangée. Ils ont laissé partir quelqu'un qui se serait accroché. Ce qui suit n'est pas seulement un sentiment. C'est un règlement de compte. La crise a une façon de dépouiller tout ce qui n'a pas d'importance. Les défenses qui fonctionnaient bien pendant la vie ordinaire semblent soudain ridicules quand la vie cesse d'être ordinaire. L'évitant qui s'était convaincu qu'il n'avait besoin de personne découvre, au pire moment possible, que l'histoire n'a jamais été vraie. Ils avaient besoin de quelqu'un tout le temps. Ils ne pouvaient simplement pas tolérer la vulnérabilité de l'admettre. Et maintenant, quand la vulnérabilité n'est plus optionnelle, quand la vie les a forcés dans une position où ils ne peuvent vraiment pas gérer les choses seuls, ils comprennent le coût de toute cette autoprotection. Le coût, c'était toi. Le coût était d'avoir quelqu'un qui aurait été là pour exactement ce moment. Et ce coût, calculé pour la première fois pendant la crise, est plus élevé que tout ce qu'ils ont imaginé. Le 8e déclencheur pourrait être le moins attendu. Il vient par la croissance elle-même. Le temps passe et l'évitant commence, par n'importe quel chemin, à développer une relation différente avec la proximité. Peut-être la thérapie. Peut-être un livre qui a enfin fait mouche. Peut-être juste la lente maturation qui vient avec les années vécues. Les murs qui semblaient nécessaires commencent à sembler des limitations. Les défenses qui protégeaient autrefois commencent à ressembler à des cages. Ils commencent à comprendre que l'intimité n'était pas la menace. Leur propre terreur était la menace. Et ils ont sacrifié quelque chose de réel pour éviter d'y faire face. Cette croissance est authentique, elle représente l'évolution. Mais elle porte un prix. Plus ils voient clairement leur schéma, plus ils voient clairement ce que ces schémas ont coûté. Toi, la relation, l'avenir qui était possible. Ils deviennent capables de l'amour qu'ils ne pouvaient pas offrir avant. Et tu n'es pas là pour le recevoir. La personne qui a attendu qu'ils grandissent a cessé d'attendre. Le timing qui n'a jamais fonctionné ne fonctionne toujours pas, juste dans la direction opposée maintenant. Quand le regret se consolide enfin, il ne correspond pas à la version cinéma. Pas debout sous la pluie, pas de messages vocaux désespérés à 2 heures du matin. Le regret évitant est plus silencieux, plus intérieur. Il ressemble à être allongé éveillé avec un poids sur la poitrine qui s'est matérialisé de nulle part. Faire défiler les contacts et faire une pause sur un nom qu'ils n'ont pas prononcé depuis des mois. Commencer un message, l'effacer, recommencer, effacer encore. Que dirait-il même? Désolé de n'avoir pas pu ressentir cela quand ça comptait. Désolé que mon câblage m'ait fait traiter ton amour comme une menace. Désolé d'avoir dû te perdre entièrement avant de comprendre ce que j'avais. Les mots s'effondrent sous leur propre insuffisance. Le regret n'arrive pas avec un script. Il arrive avec le silence et le poids écrasant de la compréhension qui est venue trop tard. Certains évitants reprennent contact quand le regret atteint son sommet. Un message conçu pour paraître décontracté. Une interaction sur les réseaux sociaux qui semble aléatoire, mais ne l'est pas. Tester si une porte pourrait encore être ouverte sans avoir à frapper directement. Si de la chaleur revient, ils avancent d'1 pouce. Si de la froideur, ils reculent et se disent qu'ils avaient raison de ne pas essayer. Quoi qu'il arrive d'eux, si quelque chose arrive, cela porte plus qu'il n'y paraît. Des mois de sentiments accumulés compressés en un seul « j'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». La surface reste légère. En dessous, rien n'est léger du tout. D'autres évitants ne reprennent jamais contact. Le regret existe, mais reste interne. Deuil privé pour quelque chose qu'ils ont eux-mêmes terminé. Ils le portent sans laisser personne voir. Il refait surface occasionnellement. Une tristesse qui semble venir de nulle part. Un rêve sur toi qui persiste dans l'après-midi. Mais ils n'agissent pas. Les schémas qui les ont fait partir opèrent toujours, même affaiblis. Ils ressentent la perte et ne peuvent toujours rien laisser changer. Tu ne sauras peut-être jamais qu'ils ont passé des mois à manquer ce dont ils se sont éloignés, que ton absence a grandi plus fort que n'importe quoi d'autre dans leur vie silencieuse et indépendante. Comprendre cette chronologie ne consiste pas à attendre qu'ils changent d'avis. Il s'agit de voir clairement ce qui se passe de l'autre côté d'un silence qui ressemble à la preuve que tu n'as pas compté.
L'évitant, qui semblait passer à autre chose sans effort, exécute un logiciel différent. Leurs sentiments ne manquent pas. Ils sont retardés. Et quand ces sentiments arrivent enfin, ils arrivent sans que tu sois là pour les voir. Le regret sur lequel tu t'es interrogé, le manque que tu espérais qui existait, c'est réel. Il suit juste un calendrier auquel tu n'auras jamais accès et atterrit dans un moment que tu as peut-être déjà dépassé. Ces déclencheurs suivent un schéma, des embuscades sensorielles qui glissent au-delà des défenses, des accomplissements sans personne avec qui les partager, de nouveaux visages qui ne font que mettre en évidence ce qui est parti, la liberté qui se transforme en isolement, des futurs qui n'incluent plus ta présence, des voix externes nommant ce qui a été perdu, une crise affrontée sans soutien, la croissance arrivant trop tard pour compter. Chacun ouvre quelque chose de précédemment scellé. Chacun laisse entrer ce que le système essayait de garder dehors. Ensemble, sur des mois, ils construisent quelque chose qui ne peut plus être écarté. Du regret. Un regret authentique. Pour quelque chose d'authentique qui a été authentiquement perdu. Cela ne garantit pas le retour. Comprendre le regret et agir dessus sont des choses séparées. Un évitant peut passer un an à te manquer sans envoyer un seul mot. Ils peuvent voir exactement ce qu'ils ont perdu et être encore trop défendus pour tenter la récupération. Les schémas sont profonds. Ils ne se dissolvent pas simplement parce que la douleur est finalement arrivée. Certains évitants portent ce poids en permanence. Un compagnon silencieux qu'ils n'ont jamais invité. D'autres trouvent finalement assez de courage pour reprendre contact, mais d'ici là, tu as construit autre chose. Le timing du regret évitant est presque toujours faux. Ils le ressentent après que tu aies cessé d'attendre. Ils sont prêts après que tu sois passé à autre chose. Peut-être que c'est la partie la plus cruelle de tout le schéma, pas le départ, le retour trop tard. Ce que tu fais de cette connaissance t'appartient entièrement. Savoir que le regret arrive ne t'oblige pas à l'attendre. Comprendre qu'ils ressentiront finalement ton absence ne signifie pas que tu doives garder de l'espace ouvert au cas où. Les mois qu'ils passent à traiter ce qu'ils ont perdu sont des mois que tu passes à construire une vie. Ta chronologie est la tienne. Leur regret, quand il refait surface, leur appartient à porter. Tu ne leur dois rien pour être finalement arrivé à des sentiments que tu avais dès le début. S'ils reprennent contact des mois plus tard, tu feras face à un choix. Peut-être que cela ne signifie rien d'ici là. Trop de temps, trop de clarté sur ce dont ils sont capables, ou peut-être que cela représente une ouverture, une chance de découvrir si la croissance est réelle, si les schémas ont vraiment changé, si quelque chose de différent est réellement possible. Il n'existe pas de réponse universelle, seulement la réponse qui correspond à ta vie telle que tu l'as construite en leur absence. Le regret viendra. Des mois après la rupture, quand le soulagement se sera estompé et que l'indépendance aura perdu son éclat, ils ressentiront quelque chose qu'ils n'ont pas anticipé. Ils manqueront quelqu'un dont ils s'étaient convaincus qu'ils allaient bien sans. Ils voudront ce qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas besoin. Ils comprendront, trop tard, que s'éloigner d'une vraie connexion porte un coût qui n'apparaît pas sur le reçu initial. La facture arrive plus tard. Elle arrive toujours plus tard. Et au moment où ils sont prêts à payer, tu as peut-être déjà fermé le compte pour de bon. Si cela a transformé ta compréhension du regret évitant et de son moment d'arrivée, partage dans les commentaires ce qui a le plus résonné. Si tu as vécu cette dynamique auparavant, raconte aux autres ce que tu as appris de l'attente ou du passage à autre chose. Like si cela t'a apporté la clarté dont tu avais besoin. Abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.